all for the love, till it's all for the money, till the y'all act funny. I think about all them strange, unsolved defense things, and it feel like a ball and chain, just wishing you call, wishing you change, wishing I could leave it all. I mean, even if all in vain, yeah, she come around with the same old game, got me feeling Salut. Bienvenue sur Radio Château, il est 11h30, on est lundi, deuxième semaine de confinement, tout va bien, c'est la forme. Alors, c'est quoi le programme du jour? Le programme du jour, il est chargé, dis donc. J'en ai des tonnes. D'abord, par quoi on commence? J'espère que vous avez passé un bon week-end, parce que ça fait quoi d'être à la maison la semaine, d'être à la maison le week-end et d'essayer de dissocier les deux? J'imagine que c'est pas comme quand vous vous dites «Oh, vivement lundi que je retourne au bureau». Ah bah non, parce que lundi c'était comme dimanche, c'était comme samedi, c'était comme vendredi, putain. Oh là là, gros stuff chez les voisins, nous dit quelqu'un. Tiens, d'ailleurs, en parlant de voisins, est-ce que vous avez vu ce tweet improbable de nos amis belges donc qui font des patrouilles, et pendant qu'ils patrouillent, ils ont en fait remixé une chanson de Claude François, et au lieu de dire viens à la maison, il y a le printemps qui chante, ils disent reste à la maison, même si le printemps chante. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très très rigolo. Je l'ai liké, vous pouvez le récupérer sur mon profil Twitter dans les likes, vous verrez ça. Vous verrez ça, c'est très rigolo. N'hésitez pas à le partager avec vos copains sur WhatsApp. Bon, de quoi on parle? Écoutez, d'abord, je vous propose de faire un petit point sur les 550 boîtes de Kima à qui on a envoyé un petit questionnaire la semaine dernière pour savoir comment ça allait avec l'actualité. Et donc, je vous donne les résultats en avant-première. Donc, sur les 550 personnes que nous avons contactées, nous avons eu 184 boîtes qui ont répondu. Sur les 184, il y en a 55% qui nous ont dit que, en gros, ça allait, qu'elles avaient du cash pour les 18-24 prochains mois et que ça le ferait. On en a 33% qui nous ont dit, bon, on n'a pas énormément de cash non plus, mais globalement ça va, nos fondamentaux sont solides, ça va le faire. On en a 11% qui nous ont dit c'est la merde. Et on en a 1% qui nous a dit je suis mort. Globalement, toutes ces boîtes-là, elles ont 500 millions de cash en banque. Ça, c'est quand même ouf, ça. C'est 500 millions de cash et elles emploient 5000 personnes. Et ça représente 33 millions de chiffre d'affaires par mois. On leur a demandé comment est-ce qu'elles pensaient que tout ça allait évoluer d'ici la fin mai. Et elles nous ont dit qu'elles allaient perdre environ 15% de chiffre d'affaires. Et 15% de chiffre d'affaires, c'est pas beaucoup, je trouve. Elles planifient pas trop de supprimer des postes. Donc elles vont peut-être mettre des gens au chômage partiel, mais rien de très drastique. Et le runway, donc c'est-à-dire elles ont du cash pour combien de temps? Eh bien aujourd'hui, elles ont du cash pour environ 12 mois en médian et en moyenne pour 16 mois. Et le moral des troupes, il est à combien? Il est à 8 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah d'abord, ça veut dire que nos entrepreneurs chez Kima, ils sont globalement super optimistes. Et ça fait plaisir, parce que quand c'est la merde, même si ça va pas, il faut quand même mettre une petite dose d'optimisme et de positivité dans tout ça. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'elles sont clairvoyantes? Eh ben ça, on n'en sait rien. Il va falloir qu'on fasse le point dans 2-3 mois pour voir quelle était la réalité du business. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent se raréfie, et quand l'argent se raréfie, que le cash se raréfie, il faut faire attention et prendre des précautions. Les précautions, ça veut dire quoi? Bah, les gens prennent des précautions, les attentes sont plus élevées, il y a moins de marge pour les erreurs, et donc il faut faire gaffe parce que c'est une compétition pour la croissance, c'est une compétition pour le cash, c'est une compétition même pour les valos, et c'est une compétition pour l'attention que vous allez réussir à drainer de la part des investisseurs, de vos partenaires, de vos clients, etc. Et donc, à mesure que le marché descend, et bien, qu'est-ce qui se passe? Et bien, c'est plus dur de faire de la croissance. À mesure que l'attention, elle va vers ce qu'on appelle les actifs existants. Donc, moi, mon attention, elle va forcément beaucoup plus au bas du portefeuille actuellement.
quand elles sont dans les difficultés que aux nouvelles boîtes. Et donc, comme l'attention va aux actifs existants, eh bien, ça veut dire que l'attention pour les nouveaux actifs, eh bien, elle devient plus rare, elle devient plus précieuse. C'est vrai pour les clients, c'est vrai pour les investisseurs, c'est vrai pour tous les gens avec qui vous allez interagir. Ils vont globalement payer beaucoup plus attention à ce qu'ils connaissent et à ce qui est existant. Le cash est moins abondant et donc il est déployé de manière de manière plus, on dit, je suis désolé, on utilise beaucoup d'anglais sur Kima, mais de manière plus cautious. Et les valos, et ben, finalement, elles suivent aussi les courbes de croissance. Et comme les courbes de croissance, elles sont pas très bonnes, et ben les valos, elles sont pas dingues non plus. C'est pour ça que même si vous avez de l'excellence et de la vélocité de votre exécution, on dit que le marché bat toujours l'équipe. Et donc, il vaut mieux attendre pour se battre sur ces différents aspects que sont l'attention, le cash, les valos et la croissance. C'est pour ça que 12 mois de cash, c'est short, les amis, c'est short. Essayez d'étendre ça un maximum vers les 18 mois plutôt que les 12 mois. C'est essentiel. Alors, oh dis donc, on se les caille. J'ai deux pulls, il fait 10 degrés dans le sud, je vous rassure, il fait exactement la même température qu'à Paris. Du coup, pas de jaloux. Et on a les voisins qui font un barbecue. Du coup, j'ai la petite odeur du barbecue. Pendant que je vous fais ce show, je trouve que ça déjeune tôt chez les voisins. Alors, nos amis de chez Storm, ils nous ont sorti une feature de feu. Si vous avez des questions à poser, vous faites un petit hashtag 2LR, pas hashtag, un hâte 2LR, pardon. Vous posez la question et boum, ça se met en surligné. Et moi, ça me permet de voir les questions à mesure qu'on avance et donc de répondre plus facilement. Alors, je vais commencer avec les premières questions qui ont été posées. La première, c'était Nicolux qui demandait, Nicolas Collin qui disait aujourd'hui que les investisseurs ne vont pas l'admettre, mais qu'ils vont faire moins de deals et qu'ils vont notamment quitter des deals sur lesquels ils s'étaient préengagés parce qu'ils ont peur de demander de l'argent à leurs investisseurs, à ce qu'on appelle leurs LP. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est vrai. Gardez à l'esprit que les investisseurs, c'est pas des gens qui ont un fonds qui lève 100 millions. Ça ne veut pas dire qu'il a 100 millions sur son compte en banque. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui se sont engagés à lui verser 100 millions à mesure qu'il appelle l'argent pour payer les management fees et aussi pour investir dans les deals. Et donc, dans une période comme celle-ci, on évite de demander de l'argent aux investisseurs qui sont principalement concentrés sur regarder les dommages, se mettre cash, ils sont très en stress et donc on évite de leur rajouter du stress. Alors évidemment, on fait ce qu'on appelle les capital calls pour les boîtes existantes, mais pour les nouveaux deals, on évite. C'est qui les investisseurs qui arrivent à faire des nouveaux capital calls sans problème? Eh ben, c'est tous les fonds les plus rares de la place, que sont les Index, Axel, Benchmark, Sequoia et autres, qui, eux, au moment où ils ont levé de l'argent, tous les investisseurs se bousculaient au portillon. Et donc ces investisseurs-là, vous pouvez leur demander du cash quand vous voulez. Vous êtes sûr qui vont virer l'argent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire virer eux-mêmes du fond. Voilà, mais pour les autres, c'est plus compliqué. On a Mehdi qui nous demande qu'est-ce que je recommande de faire d'ici la reprise de l'activité, à part stacker du cash, surtout si ça dure longtemps. R&D, prospection, bah déjà stacker du cash, si tu y arrives, mon vieux, c'est bien. Si tu peux me dire où tu le trouves, ça m'intéresse. Je pense que tous les entrepreneurs aiment bien pouvoir stacker du cash. La vérité, c'est qu'on constate chez nos boîtes que ce qu'elles font d'abord, c'est qu'elles bossent sur la culture. La culture, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce qu'elles s'occupent de leurs équipes et comment est-ce qu'elles empower les managers et les leaders au sein de la boîte pour prendre à bras le corps les équipes qu'elles gèrent et créer du lien. Donc ça, c'est hyper important. Ça paraît bête. Ça ne crée pas une valeur immédiate cash, mais par contre, ça crée une énorme valeur sur le moyen et long terme. C'est à quel point vous êtes capable de souder vos équipes pendant cette période. Donc, bossez là-dessus. Ça, c'est vraiment l'asset numéro un sur lequel il faut bosser. Le deuxième asset sur lequel on voit que nos boîtes bossent beaucoup aujourd'hui, c'est Market Discovery. C'est passer du temps en fait avec des gens qui avant n'avaient pas trop et qui maintenant en ont un peu plus
pour voir un peu ce qu'ils aiment dans le produit, ce qu'ils veulent, ce qu'ils imaginent avant la crise ou après la crise. Et donc beaucoup bosser sur le produit et la tech pendant ces périodes-là. Et alors la prospection, effectivement, prospecter, faire des ventes, faire du customer success à cette époque, c'est pas facile. Mais ça n'empêche que vous pouvez organiser des webinars, vous pouvez filmer, vous pouvez créer du contenu, vous pouvez offrir un mois gratuit à vos clients. C'est sympa offrir un mois gratuit quand on le peut, quand on est une petite boîte et que ça démontre des gestes. Vous êtes toujours et encore sur une bataille pour l'attention. Donc la bataille pour l'attention, ça veut dire qu'est-ce qui fait que le client, sur les 20 outils SaaS qu'il a à sa disposition et qu'il a acheté aujourd'hui, qu'il soit celui enfin, je veux être celui que le client préfère, je veux être celui sur lequel il a senti qu'on a vite réagi, je veux être celui avec lequel il a envie d'interagir. Et pareil sur la compétition, il faut que vous soyez les meilleurs de vos compétiteurs. La crise, c'est quoi? C'est tout le monde est sur la même ligne. Et donc, à quel point vous êtes capable de faire la différence. Donc il faut rien lâcher, même en sales, customer success, etc. Ethics, les premiers chiffres ont dû tomber. Comment va le portefeuille de Kima? Bah, comme je vous disais juste avant, le portefeuille de Kima, il est optimiste. Est-ce qu'il est clairvoyant? Je n'en ai aucune idée, mais il est optimiste. Et je dois être un peu sadomaso, mais les crises, je trouve que ça a du bon parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Et pour ça, c'est pas mal. Papadadam. Oula, on a du monde. Donc on a André, Nico, le web hurleur. Waouh, ça c'est du pseudo. GD. Alors, Ban ou Banez, je sais pas comment est-ce que tu veux dire ça. Je vais dire Baines. Baines, an American. Antoine Marie, salut mon vieux, Antoine Marie, nos amis de chez Pops. Dites les gars, alors il y a un truc qui est fun en ce moment que tout le monde utilise, on le sait, c'est House Party. Donc on va en parler juste après. Et avant House Party, je fais une petite pub pour nos amis de chez Pops.co. Pops, ça vous permet d'imprimer vos live photos et vos vidéos. C'est la guerre, ça va mettre du fun chez vous. Allez-y, je suis sûr que notre ami Antoine va nous mettre un petit discount, un petit code là qui traîne sur le chat. Et ça vous permet d'imprimer vos vidéos et vos live photos. Et c'est hyper cool. Voilà, regardez, pops.co, c'est français, ils sont forts, c'est sur l'App Store, allez-y. Pierre-Antoine Amaury, Édouard Rémy Lancelot, Didic avec 3 I, Béa, Cricri, Ilan, Mylène, B, Pauline, alors attends, Pauline quand même, on parle de la fin de ton pseudo, Pauline. Pauline, GBRLL, en fait c'était juste pour me mettre dans l'embarras tout ça. Ethics, Alex XS, MDH, Timothy, Cause I'm Louis, Ozer, Alexis, Antoine, Andr, allez, ANDR, Gérald, Davida, Sophie Cornet, salut Sophie, comment ça se passe? J'imagine que ça va pas être facile en ce moment avec cette histoire du Covid. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Sophie? Sophie, elle permet aux gens d'éviter de se déplacer chez le coiffeur. Elle emmène les meilleurs coiffeurs chez vous pour vous faire des coupes de feu au meilleur prix. C'est génial pour les coiffeurs, c'est génial pour les gens qui ont besoin de prendre soin de leurs cheveux et tout le monde est content. Mais en ce moment, avec la crise du Covid, ça ne doit pas être super fun quand même. De quoi on parle? Ah oui, alors nos amis de chez House Party. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire d'House Party? Parce que tout le monde est là, ouais, tu connais House Party, c'est dingue et tout. Mais House Party, aux US, c'était déjà hyper connu. En fait, c'est une vieille boîte, House Party. Si on regarde sur Crunchbase, de quand ça date? House Party, en fait, ça a été acheté l'année dernière par Epic Games, donc ceux qui font Fortnite, le coup du siècle. Et l'histoire de House Party, en fait, ça a toujours été ce pourquoi vous l'utilisez, c'est-à-dire on se met dans une room tous ensemble, on se rejoint, on part. Et c'était pour les teenagers américains qui, en fait, entre 19h et 21h le soir se faisaient chier. Ils prenaient leur téléphone, bam, ils le mettaient sur le bureau, ils faisaient leur devoir et ils allumaient House Party. Et tout d'un coup, tout le monde se mettait sur House Party et c'était cool. Euh, le problème de House Party, c'était quoi? C'est qu'en fait, la technologie de streaming vidéo qu'ils utilisaient, elle n'était pas à eux, elle était à une boîte qui payait pour ça. Et ça leur coûtait des millions, mais des millions de dollars par mois. Je crois 2 à 3 millions de dollars par mois pendant les bons moments. Et pour info, cette boîte, elle est vieille. Elle a été créée en 2000.
2011. En 2011, vous imaginez, en fait, ça a commencé vraiment à prendre en 2015-2016. Parce que la techno a commencé à être de plus en plus mature et vous avez vu à quel point c'est incroyable comme expérience. Et cette boîte-là, elle avait levé 70 millions de dollars et pas avec n'importe qui, avec Sequoia. Le problème de ces 70 millions de dollars, c'est qu'ils sont vite partis parce qu'il a fallu payer le streaming vidéo qui coûtait une couille, on peut le dire. Et donc, voilà. Et l'attraction était ok, mais sans plus, c'était un truc. En fait, les gens se sont connectés beaucoup au début parce que c'était fun. Et puis après, une fois que tu trouves d'autres choses à faire quand tu te fais chier de 19 à 21 heures, et ben finalement, tu délaisses House Party. Et avec cette histoire de confinement, House Party est revenu en flèche. C'est la folie. Et heureusement, avec tout le cash que Epic Games se fait grâce à Fortnite et tout l'argent qu'ils ont en banque, ils n'ont aucun problème à tenir la charge et à nous offrir une expérience de feu. C'est quand même assez amusant de voir une boîte qui a pas galéré, mais qui en fait a pas réussi à créer une rétention incroyable auprès de sa communauté, qui tout d'un coup en fait revient dans un usage quotidien chez des dizaines de millions de personnes parce qu'on est tous confinés chez soi. Comme quoi il y avait un besoin, mais si le besoin c'est que en cas d'épidémie, on est un petit peu dans la merde. Voilà. Quelqu'un d'anonyme nous dit ils sont forts ces Belges. C'est vrai qu'ils sont forts ces Belges. Cette vidéo de la police belge est quand même très drôle. Il faudrait que je vous la retrouve parce que j'ai trouvé ça très rigolo. Mais pour cela, il faudrait que j'ai du réseau. Donc ça, c'est la vidéo de la voiture de police belge qui passe. Bon confinement à tous et qui vous met un petit remix de Claude François. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui a les droits de My Way de Claude François? Eh bien, c'est Xavier Niel. Et oui. Euh, les autres boîtes, elles attendent quoi pour répondre, tu penses? Me demande quelqu'un anonyme. Écoute, je ne sais pas, mais déjà le fait qu'on ait eu presque 200 réponses sur les 500 personnes qu'on a interrogées dans notre portefeuille, on est assez content chez Kima. Et là, on va renvoyer le résultat du questionnaire aujourd'hui avec quelques informations supplémentaires, notamment sur l'organisation de webinars entre les boîtes de notre portefeuille pour qu'elles puissent s'entraider. Et on demandera à celles qui n'ont pas répondu de répondre. Mais 184 réponses sur presque 500 questionnaires envoyés en moins de 3 jours, on trouve ça quand même assez remarquable et on les en remercie. Tom, Cédric, Mathieu, Patrick, Clémentine, Jeanne, Péda, Cédric, tout le monde est là. Tadadana. Salut Jean, tout le monde t'écoute dans la file d'attente de Carrefour grâce à moi. Cédric, c'est sympa mon vieux. J'espère que ça va les détendre et en même temps par les startups entrepreneurs. Je suis pas sûr que ça plaise à tous les gens de chez Carrefour. Je dirais même d'en avoir pas mal qui en ont rien à foutre. Alors, quelles sont les questions? Jam, quelle est l'ampleur de la crise économique qui nous attend à ton avis? Écoute, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je serais incapable de te dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer au pire. Se préparer au pire, c'est quoi? C'est un peu comme les crises précédentes. On a 12 à 18 mois compliqués avant un début de reprise. Et ensuite, on se reprend 6 à 12 mois avant de se remettre dans le bain, quoi. Donc, c'est 1 à 2 ans. Mais globalement, on est quand même une espèce animale assez résiliente et qui va toujours s'arracher pour essayer de retrouver le chemin de la croissance. Et la croissance, c'est la vie. On va y revenir, on va y revenir. Ça va le faire, ça va le faire. Il faut rien lâcher. Clémentine, c'est quoi le menu du déj? Écoute, j'hésite entre des pâtes et du riz, Clémentine, pour le déj. Et peut-être que si je mets une petite dose de fun dans le déjeuner, on aura le droit à des courgettes sautées à l'ail avec un peu d'huile d'olive. Il doit me rester un demi-poivron et une tomate. Et je crois que pour les grands jours, la semaine dernière, on a acheté une boîte de mozzarella fraîche. Je pense que ce sera pour demain ou après-demain quand il fera beau. On va se lâcher un coup et on va prendre de la mozza. On est ouf. Ulrich, San, Ray, Greg,
Ah, GD nous demande, disons que j'ai un projet de plateforme dans l'événementiel. Est-ce que c'est un secteur où il sera plus chaud de lever? Si tu as envie de lever maintenant GD sur une plateforme d'événementiel, c'est clairement pas le moment. Maintenant, l'événementiel, si on en parle d'un point de vue un peu plus macro, dans quelle situation on est actuellement? Vous êtes tous confinés chez vous, vous faites... Bon, je sais pas si vous faites chier, parce que maintenant avec Netflix, Prime Video, je sais pas, toutes vos plateformes mobiles, iPad, machin et tout, on se fait pas chier. Mais quand même, quand on est confiné, se sentir enfermé, c'est une contrainte qui va laisser des traces. Et les traces, c'est quoi? C'est sortie de la crise. En fait, rester chez soi, ça va être synonyme de confinement. Et le synonyme de confinement, ça pue. Et donc, on va vouloir sortir beaucoup plus qu'avant. En tout cas, je le pense, je l'imagine, je l'espère. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les plateformes d'événementiel vont avoir un regain d'activité énorme juste à la sortie de crise. Genre direct. On va pas attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vois. Une fois qu'on aura le traitement pour traiter les gens du Covid et qu'il y aura des tests de manière un peu plus systématique et qu'on aura passé la période de frayeur actuelle, les gens vont vouloir sortir comme des malades. Nous, on a une boîte dans notre portefeuille qu'on adore qui s'appelle Dice.fm et Dice.fm, c'est pour trouver les meilleurs concerts, où aller. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, l'activité, elle est quasiment à zéro. Mais ce qui va se passer à la sortie de la crise, c'est que ça va être extraordinaire à quel point les gens vont se ruer sur des plateformes comme ça pour sortir de plus en plus. C'est un peu le même, alors il ne faut pas faire d'amalgame stupide, hein, mais un peu le même effet que post-attentat. Voilà, on a un peu privé, on prive un peu les gens de leur liberté. Et puis quand ils la retrouvent, eh ben, ils la consomment cette liberté. Parce qu'il faut la reprendre. Donc voilà, plateforme événementielle, ce sera pas chaud de lever, ce sera même cool de lever après le Covid. Joff, est-ce que tu penses que des postes comme les postes de sales vont être très sollicités après la crise pour relancer le business? Écoute, en France, avant la crise, trouver des sales, c'était compliqué, mon vieux, je peux te dire, parce que en France, on n'aime pas vendre, on aime bien faire du produit, on aime bien faire du design, on aime bien se raconter des trucs, mais vendre, c'est mal. Alors qu'aux US, au UK, etc., vendre, c'est bien. Donc on était un peu en pénurie de sales. Ce qui va se passer après la crise, après le Covid, c'est évidemment les gens vont recommencer à embaucher des sales. Je n'ai aucune idée. En fait, ça va être difficile de te dire si ça va être des profils très sollicités, mais c'était des profils très 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 sollicités avant la crise, qui étaient difficiles à trouver. Et je suis ravi que les meilleures boîtes après la crise vont pouvoir bénéficier de cette disponibilité de talent pour pouvoir recruter des sales. Ça va être cool. Clémentine qui fait un hug à Lorraine de Woomies. Lorraine de Woomies, j'espère que tu vas bien. Je sais pas ce que font tes colocs pendant le confinement, mais ça m'intéresse que tu nous donnes des nouvelles. Alors, MDH, ton flux de dossiers à découvrir hebdomadaire est-il toujours sur le même rythme? As-tu le même ratio de dossiers financiers? Écoute, MDH, non, on n'a plus beaucoup de deal flow en ce moment. Les gens sont assez calmes et ils ont raison. Il faut laisser la poussière redescendre un peu et le brouillard s'éclaircir avant de nous recontacter. Je pense qu'ils font bien. Euh, et après, sur les dossiers financiers, sur les dossiers financés, pardon, on en a financé une. En fait, on en a validé une tonne les dernières semaines, et donc les gens se dépêchent de closer tous les deals. Je pense que entre la semaine dernière et les 2 semaines qui viennent, on va avoir closé pas loin de 15 deals. C'est énorme. Et en fait, c'est tous les deals sur lesquels on s'est engagé qui closent maintenant parce qu'ils veulent se dépêcher avant que les investisseurs se retirent, et donc pour lesquels on signe la doc et on fait les virements. Beaucoup d'activités de ce côté-là. Tadadam. BA nous demande quel impact pour les startups B2B selon toi. Certains vont-ils tirer leur épingle du jeu? Alors, sur les startups B2B, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que l'impact sur le chiffre d'affaires n'est pas trop élevé encore. La question va se poser en fait dans un mois ou deux. On va voir ce qui se passe pour si les clients respectent leurs engagements en termes de paiement. Parce que en fait, tous les business sont engagés.
Et donc, à un moment donné, c'est bien d'être engagé, mais est-ce que tu peux payer? Donc, on va voir s'ils peuvent payer. Première chose. Deuxième chose, il y a un vrai enjeu de sales en ce moment parce que tu arrives à plus rien vendre, les budgets sont gelés. Pour l'instant, on fait, on fait l'état des dégâts. Une fois qu'on aura fait l'état des dégâts, on va ensuite rationaliser. Et une fois qu'on aura rationalisé, on va repartir en croissance, enfin en conquête. Et c'est à ce moment-là, c'est quand on va repartir en conquête, qu'on va se remettre à la recherche d'outils, de services, et donc on va reconsommer des services B2B. Donc la dynamique de service B2B, elle est un peu tricky parce que c'est un triple effet qui se coule, quoi. Le premier, c'est on arrête tout, on regarde ce qui se passe. Deuxième effet, c'est on rationalise, on coupe un peu. Troisième effet, c'est on repart en conquête et là on reconsomme, quoi. Et donc ceux qui vont tirer leur épingle de jeu, c'est tous ceux qui vont arriver, ceux qui sont indispensables à l'heure actuelle et sans lesquels les boîtes ne peuvent pas vivre. Et donc vraiment, ceux-là ont forcément leur épingle à tirer maintenant. Et notamment ceux qui ont des produits de la même qualité que des compétiteurs, mais qui sont beaucoup moins chers. Donc ça, c'est pour la phase de rationalisation. Il faut que tu appelles tous les gens qui utilisent ta compétition et que tu leur dises, ben moi, j'ai le même produit ou un meilleur produit, et en plus, il est moins cher. Bosse avec moi. Donc évidemment, c'est dur, c'est dégueulasse, mais c'est la vie de la compète. Il faut se battre. Et donc, dans cette phase de rationalisation, c'est comment est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à d'autres. Et donc pour ça, il faut un meilleur produit moins cher. Il n'y a pas de secret, hein. Quand la rationalisation, quand on parle de rationalisation, on parle de cash. Et quand on parle de cash, ben, c'est la première chose sur laquelle il faut faire effet de levier quand vous allez conquérir de nouveaux clients. Et après, sur la phase de reprise, ben, la phase de reprise, c'est qu'est-ce qui peut accélérer le business des gens. Et donc, tous les services B2B qui vont aider les autres business à accélérer vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc, pour faire un petit summary sur la première phase, qui est la phase on gèle tout, si vous êtes indispensable, vous êtes bien. Sur la phase de rationalisation, si vous êtes moins cher avec un produit de très bonne qualité, vous êtes bien. Et sur la phase de croissance, si vous êtes un accélérateur de business, vous êtes bien. Voilà, je pense que c'est eux qui vont tirer leur épingle du jeu dans dans les semaines et dans les mois à venir. Cause à Louis nous demande, pour commencer une carrière dans l'investissement, vaut-il mieux commencer en levée de fonds plutôt qu'en VC? Écoute Louis, moi j'ai commencé en levée de fonds et c'était une super expérience parce que ça permettait en fait de voir comment se comportent les investisseurs de l'intérieur et donc de voir tout ce qui se passe et pour ça c'était vraiment génial. Et après, dans la vie, ce qu'il faut, c'est maximiser en fait les possibilités. Donc aujourd'hui, les levées de fonds, il n'y en a plus beaucoup. Ça va être difficile de trouver un stage ou un boulot en levée de fonds. Peut-être en M&A, regarde. Et en VC, les places sont rares. Donc quoi qu'il arrive, ce que tu fais, c'est que tu postules partout, 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 parce qu'il faut maximiser les possibilités, comme la levée de fonds et puis tu verras ce qui tombe dans ton escarcelle. Ce qu'il faut bien noter, c'est que souvent on postule et on oublie qu'on est en compétition avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres profils. Et il faut savoir faire la différence avec les autres profils. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on est hyper connecté. On a l'opportunité de commencer une publication, un podcast, se former. Enfin, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il faut surtout pas juste sortir d'école ou sortir de votre expérience précédente et postuler, entre guillemets, bêtement comme les autres. Il faut essayer de tirer votre épingle du jeu et donc regarder ce qui est singulier, unique, de qualité chez vous et que vous pouvez mettre en avant par rapport à d'autres candidats. Malheureusement, chez Kimara, on reçoit beaucoup trop de candidatures qui se ressemblent et les candidatures qui se ressemblent, en fait, elles ont peu de chances d'arriver en haut de la pile. Euh, Par contre, faites attention, c'est pas parce qu'on demande de la singularité chez les gens ou de l'originalité qu'on demande du loufoque. Et il y a quelques temps, on avait proposé à des gens de postuler en stage. On leur avait dit que les CV, ça servait à rien, qu'il fallait venir avec une candidature originale. Et en fait, une grande partie des candidatures étaient loufoques. Ne vous trompez pas, on cherche du singulier et de l'original, mais pas du loufoque et du délirant. Quelqu'un nous demande, mes principaux clients sont des restaurants, que faire pour mieux préparer la reprise? Écoute, c'est une bonne question. Pour mieux préparer la reprise, de toute manière, tu ne peux pas leur demander de sortir d'argent. Donc toi, ton job, c'est de s'installer chez eux. On a une boîte dans notre portefeuille qu'on aime beaucoup, qui sont des gens hyper résilients.
c'est les cafards du click and collect. C'est nos amis de chez Clickit. Et chez Clickit, ils sont forts. Aujourd'hui, ils fournissent leur outil de click and collect gratuitement aux restaurateurs. Et pour eux, c'est un moyen de s'installer chez eux, de bosser avec eux, de leur offrir un moyen de faire du business. Et une fois que ça va reprendre, eh ben, ils seront très très bien positionnés pour bosser avec ces restaurateurs qui n'oublieront pas que grâce à Clickit, ils ont réussi à faire du business malgré le confinement. En fait, aujourd'hui, pour les restaurateurs, si c'est des clients, trouve un moyen de les aider pré-crise. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu ne peux pas leur demander d'argent. Donc la question c'est comment est-ce que tu t'installes chez eux pour qu'une fois que la crise est passée, que tu puisses y rester. Quelqu'un me demande ce que je pense de ZenChef. Écoute, ZenChef, ils sont dans notre portefeuille et on n'en pense que du bien. Salut d'ailleurs, on fait un petit coucou à notre ami Xavier en espérant que malgré la situation, il va bien. Tadadadadam, Rodolphe nous demande est-ce que vous allez faire un point sur les bridges, les besoins de cash des entreprises en portefeuille? Eh bien, Rodolphe, c'est ce qu'on a fait avec notre formulaire en fait la semaine dernière. On a demandé aux boîtes combien elles avaient en cash et combien elles avaient levé d'argent. Nous, chez Kima, on n'investit qu'une seule fois. La raison pour laquelle on n'investit qu'une seule fois, c'est parce que c'est difficile d'avoir une stratégie de refinancement dans le sens où ça enverrait du signal. Ça veut dire que ça montrerait aux autres investisseurs quelles sont les boîtes qu'on supporte versus celles dans lesquelles on croit moins. Et ça, ce serait un peu dégueulasse. D'une part, et d'autre part parce que c'est toujours compliqué. En fait, c'est facile de dire oui ou non la première fois parce que voilà, tu vois, le non est une option, mais dire non la seconde fois, c'est un crève-cœur, quoi, tu vois. C'est comme sortir d'une date et la deuxième date, dire non à la personne, c'est pas cool, quoi. Donc on a décidé d'éviter de tomber dans ces problématiques-là avec Kima en investissant qu'une seule fois environ 150 000 euros par deal. Maintenant, on a quand même posé la question aux boîtes sur leurs besoins de financement parce que on voulait voir dans quelle situation elles étaient et s'il y avait quelque chose d'exceptionnel à faire de notre côté. La vérité, c'est qu'en fait, ça va être compliqué pour nous de créer une espèce de fonds de retournement ou de financement pour refinancer les boîtes, parce que nos tickets sont une goutte d'eau par rapport à ce dont elles ont besoin. Je vous rappelle que nos boîtes aujourd'hui en cash, elles ont 500 millions d'euros, et donc c'est pas 1% de plus qui va faire la différence là-dedans. Et souvent la différence, en fait, et c'est affreux ce que je vais dire, mais on a beaucoup de boîtes qui étaient dans des situations déjà critiques et donc qui sont des situations encore plus critiques. Et si on avait été un fonds classique, je pense pas qu'on les aurait refinancés. On n'a pas créé un fonds de distress pour mettre des petits tickets de 100 ou 200 000 euros dans 20 ou 30 boîtes qui allaient déjà mal. C'est compliqué, quoi. Donc on va garder notre ligne de conduite, qui est de n'investir qu'une seule fois, c'est 150 000 euros environ. Et puis après, on va essayer, avec toutes les boîtes du portefeuille, de créer des rooms de chat sur des sujets bien identifiés. Voilà. Et après, on utilise toute la donnée qu'on reçoit pour pouvoir la partager entre eux, pour qu'ils comprennent où ils se situent par rapport aux autres et qu'ils aient un peu un pouls du marché. Tom nous demande chez Trusk, on est ultra optimiste, on lâche rien. Ah, ça me fait le plaisir, Tom. Comment vas-tu? Écoute, lâche rien, mon vieux. De toute manière, c'est pas tout. Enfin, si toi tu me dis que tu lâches, je pense qu'on est vraiment dans la merde. Ça veut dire que tout le monde lâche. Matt nous demande ça se passe comment le full remote pour les teams? Eh ben écoute, le full remote, tout le monde y va avec beaucoup d'entrain en mode ouais, ça va le faire, on est bon, c'est cool. La réalité, c'est qu'en fait, c'est super dur le remote parce que les gens sont dans leur environnement personnel. Donc, c'est pas du vrai remote. D'abord, c'est pas du remote, c'est pas vrai. Parce qu'ils peuvent pas bosser d'où ils veulent. Ils sont forcés de bosser de chez eux. C'est pas du remote au sens choisi parce qu'à côté d'eux, ils ont leurs conjoints, leur famille, leurs enfants, et donc c'est pas les mêmes conditions. Donc c'est pas juste du full remote, quoi. C'est du full remote sur un chantier. C'est du full remote en guerre, et donc ça demande encore plus d'efforts, encore plus de résilience et d'ingéniosité pour pouvoir faire ça. Ce qu'on constate, c'est que, et je pense que c'est un point important qu'il faut souligner pour tous ceux qui sont en confinement avec leurs conjoints et leurs familles. D'abord, c'est il faut bien déterminer
qui fait quoi. Et qui fait quoi et qui le fait où. Donc les tâches sont importantes, quoi. Et donc, parce qu'il n'y a rien de pire que ce qui n'est pas déterminé. Donc, je vous donne des histoires bêtes, mais des histoires qui sont assez simples, hein, mais qui sont un peu bêtes, hein, mais c'est tout ce qui a lieu, le petit-déj, la vaisselle, le déjeuner, la vaisselle du déjeuner, le dîner, la vaisselle du dîner, les enfants, les devoirs des enfants, les cours, qui bosse où, quand est-ce que tu as tes calls, etc. Et donc, si vous n'avez pas une organisation avec votre famille et votre conjoint, vous allez péter un câble. Donc il faut vraiment vous organiser, définir les tâches. Et une fois que vous avez défini les tâches, il faut que vous puissiez les communiquer auprès des personnes avec qui vous travaillez pour qu'ils connaissent vos contraintes. Et un truc qui est important en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, que leader, c'est qu'aujourd'hui, vous ne bossez pas juste avec des équipes qui sont en full remote, dont vous devez attendre qu'ils soient disponibles à tout instant. Eux-mêmes ont des contraintes. Donc demandez en one-one avec les gens avec lesquels vous bossez qu'ils partagent avec vous leurs propres contraintes. Et ensuite, en fonction de ces contraintes-là, regardez si vous êtes capable de créer une organisation autour de ça pour que ça plaise à tout le monde. Alors, ça ne plaira pas toujours à tout le monde, on ne pourra pas tout faire parfaitement, mais essayez de maximiser ça. Et invitez vraiment tout le monde dans votre équipe, dans votre boîte, à s'organiser avec leurs conjoints et leurs familles pour bien définir les tâches, bien définir les zones de travail, les moments pendant lesquels ils vont être en conf call, où ils ont besoin d'être tranquilles, et il faut que l'autre, en fait, prenne à sa charge le reste des responsabilités. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et on s'est rendu compte cette semaine que beaucoup de teams avaient commencé à faire du remote avec beaucoup d'entrain et de bonne volonté, et que en fait, cette première semaine, c'était pas une semaine de remote, c'était une semaine d'ajustement au remote. Et la deuxième semaine va être similaire. Et après quoi? Bah après, on va encore avoir à peu près 2 semaines, 3 semaines comme ça au moins. Et donc, il va falloir faire avec absolument, hein. Tadadadadam, je regarde ce qu'il se passe sur ce live. Ouh là 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 là, j'ai perdu les questions. Alors, tac, tac, tac. J'offre des hygiaphones en plexiglas à mes futurs clients. Quid éthique? Alors, cher auditeur anonyme, des hygiaphones, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je serais curieux que tu puisses nous raconter ça. Alors, Pauline, GBRL, GBRLL, je suis content que ça te fasse rigoler. Voilà, tant mieux. Ray, je peux raconter s'il faut. Ha ha ha. Clémentine House Party, c'est Yeuve. Ouais, c'est Yeuve House Party, mais en ce moment, c'est le turfu quand même. Ah, Antoine Marie, mon vieux, 20% off sur Pops avec le code 20 Pops. Cool, et ben c'est sympa. Tadadadadam. De quoi parle-t-on? Alors je vais répondre d'abord à ceux qui m'ont tagué et ensuite je remonterai. Ne m'en veuillez pas. Et si votre question, je ne l'ai pas sélectionnée avant, vous mettez un @2LR, la question juste après. Comme ça la met en bleu et je peux y répondre. Sophie Cornet nous dit merci. Non, pas simple, mais on renforce les fondamentaux pendant ce temps, comme tu le dis si bien. Et ben lâche rien, Sophie. De toute manière, ça fait déjà suffisamment longtemps que tu es accroché là-dessus. Moi, je sais et je suis sûr que tu vas réussir. Et notre commitment tient toujours. Patrick Amiel en Business Angel, tu conseilles. Écoute, je trouve que Patrick est quelqu'un ça m'a l'air d'être un mec très bien. Je le connais pas bien, on s'est vu une fois, on a eu quelques échanges. Mais c'est un garçon qui a du cœur, ça c'est sûr. Tu vas nous faire croire que tu cuisines, demande Clémentine. Écoute Clémentine, oui, je cuisine. Ça ne veut pas dire que je cuisine bien, ça ne veut pas dire que les gens mangent ce qu'il y a dans leur assiette, mais oui, je cuisine. Je fais même la vaisselle, si tu veux tout savoir. Ce que je ne fais pas, je n'ai pas fait une lessive depuis que je suis arrivé, je n'ai pas fait les devoirs des enfants, et je dirais même que hier, j'ai manqué à ma tâche de père et j'ai beaucoup trop travaillé. Et il faut que je me rattrape cette semaine. Et d'ailleurs, à 12h30, pétante, je lâche le téléphone, je lâche l'iPad, je lâche l'ordinateur et je me concentre sur la petite famille pendant au moins une bonne heure, voire heure et demie. Et voilà, il faut, tu vois, les fondamentaux dans la famille, c'est pareil, il faut les reprendre. C'est pas facile, mais avec un peu d'effort, on y arrive toujours.
Quelqu'un nous demande si on est confiant sur les boîtes, celles qui sont dans le premier quartile. Écoute, moi je suis de nature optimiste et confiante. Je suis probablement aussi peu clairvoyant que les boîtes, mais il faut ça pour s'accrocher et pour avancer. On va voir. Je vous propose de faire le petit point dans quelques semaines. Je vous dirai un peu comment tout ça évolue. Salut à Jam, Bellebarbe, Marion, Lucas, Anne-Hélène, Slim, Aska Delan, Tédéfour, Antonin GC, Naël, Charrier, Nazamet, Matt, William. Eh ben dis donc, il y en a du monde ici. Clémentine, au moins avec ses lives, on connaît tes chouchous du portfolio. Exactement. Et je vais en citer encore plein d'autres. Parce que vous le valez bien. Salut Jean, que penses-tu de l'état des boîtes dans la logistique et le transport de colis, Cubine, Wing, Boxtal? Eh ben, c'est le moment de faire la différence, les amis. C'est maintenant qu'il faut tout arracher. Je vous conseille d'appeler toutes les boîtes en alimentaire de la Terre, enfin de la Terre, surtout en France, et de leur offrir vos services et de créer une expérience extraordinaire. C'est le moment d'aller gagner des clients là-bas contre les gros. Hormis ça, tu as beaucoup de founders dans le portefeuille de Kima qui viennent de 42. Écoute, Bastien, j'en ai tellement que je peux même pas te le dire. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le redis, les bonnes boîtes, c'est comme les bonnes blagues, on en connaît plein, mais on s'en souvient jamais. Je vous mets un petit lol quand même, je vous mets un petit lol. Anne-Hélène, quelle grande tendance va accentuer la crise Covid à ton avis? Retour au local, je l'espère. Retour à l'impact, évidemment. Et pure online living, ben non, je pense que les gens vont péter un câble avec le online et qu'au contraire, post-crise, ils vont lâcher leurs écrans un petit peu, retrouver un semblant de vie normale et ressortir dehors. En tout cas, je le souhaite fortement. S'il y a bien un truc sur lequel il faut investir, c'est le local et les sorties. Voilà. Putain de LR fait de meilleures audiences que les grosses fêtes. Écoute, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas encore. On y bosse. Il faut que je travaille sur mes talents d'animateur radio. De LR, t'as des news du démodé de YC, ça a marché, c'est toujours un truc de malade YC. Bah YC c'est toujours un truc de malade parce que ça change tout simplement le mindset des entrepreneurs. J'invite tout entrepreneur avec un micro budget quel qu'il soit à aller faire un peu de découverte de la Silicon Valley à un moment donné. Ceux qui le font avec de bonnes intentions, ceux qui s'ouvrent vraiment les chakras, qui vont vraiment là-bas avec l'envie de se faire retourner le cerveau, je peux vous dire que c'est une expérience transformante. Nous, 100% de nos boîtes qui ont fait YC, 100% de nos boîtes qui ont passé un peu de temps dans la vallée avec la vraie volonté d'apprendre quelque chose, en sont ressortis transformés. Donc il faut y aller. C'est essentiel. Moi, je vous y invite vraiment et vous le regretterez pas. Faites-le, que ce soit YC ou via The Refiners. Vous faites un petit email à Carlos Diaz de ma part. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous faire un petit tour, un petit dépucelage en bonne et due forme de la vallée. Il fait ça avec brio. Et les boîtes de YC sur le démodé, eh ben, ça n'a pas marché exactement comme les années d'avant, parce qu'investir en remote, c'est pas easy. Mais écoutez, c'est du seed, et le seed, je vous dis pas que ça connaît pas la crise, mais moins que les autres boîtes, parce que le seed, de toute manière, vous avez ensuite 6, 9, 12 mois de développement avant votre prochain tour de financement, et donc c'est une période idéale en ce moment que d'être financé en seed. GD, y a-t-il des apps consumer que tu n'as pas financées mais que tu aimes bien ou que tu utilises? C'est une bonne question, ça. Il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas financé et qu'on utilise. Je ne crois pas, honnêtement. Je pense qu'on a financé quasiment toutes les boîtes consumer qu'on utilise. Si, il y en a une que j'aimerais bien financer qui s'appelle Geneva, qui est basée à New York, qui est du groupe Chat à la Slack, mais beaucoup plus prosumer, je dirais, et qui est très bien faite. Je leur parle cette semaine. J'espère avoir l'occasion d'investir un petit ticket chez eux. Et ensuite, promis, Thibaut Elzière qui m'en a reparlé la semaine dernière. Je ne t'oublie pas, je t'enverrai les fondateurs. Je sais qu'ils cherchent des relais en France. Et donc, si on peut faire un petit groupe de business angels pour investir chez eux, ce sera avec grand plaisir. Par contre, je te préviens, c'est une note sans cap. Voilà, moralité, c'est cher comme deal.
JBC, quels VC Serie A seront toujours en train d'investir pendant les 3 prochains mois? Est-ce que tu peux me citer des US qui posent en FR aussi? Ha ha ha. Dis-moi, JBC, est-ce que tu veux s'emballer en mars? T'en poses des questions, mais moi je ne sais pas. J'imagine que des gens comme Idinvest, qui ont en fait tous ceux qui ont des poches profondes, vont encore faire des deals de manière opportuniste sur les boîtes qu'ils pensent être extraordinaires et vont pouvoir couper l'herbe sous le monde couper l'herbe sous le pied de tout le monde et pas sous de tout le monde le pied. Bref. Donc nos amis par exemple de chez Idinvest, de chez Partech, vont pouvoir en profiter. Je pense qu'aux US, tous les Andreessen Horowitz, Sequoia, Benchmark, etc. vont aussi en profiter. Mais il faut pas se leurrer. Est-ce que les gens regardent des deals de série A en ce moment? Mais pas trop, tu vois. Dans l'incertitude, t'attends que la poussière descende et après, tu te décides seulement. Nous avons Vladimir qui nous a rejoint, Ruben aussi, Cricri qui demande si le confinement dure encore 2 ou 3 mois. Vos prévisions sont-elles maintenues pour les sociétés du portefeuille? Alors d'abord, je te rassure, le confinement ne durera pas 2 à 3 mois, c'est quasi impossible. Ils vont se démerder pour qu'on puisse avoir une cure rapidos, pour qu'on puisse au moins avoir un confinement partiel. Parce que en fait, c'est grave le confinement. On en parle un peu des violences conjugales, des suicides et de la dépression. Tu peux pas faire ça trop longtemps, quoi. C'est vraiment, vraiment tendax. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes sur ce live, si vous allez vers du produit, si vous voulez aider les gens, je vous invite à suivre les pas d'une app qui s'appelle Jour, qui est une app de ce qu'on appelle de santé mentale, hein, qui vous permet de faire du journaling, donc de tous les jours prendre un peu de temps pour réfléchir à la journée qui s'est passée. Et donc en fait, c'est un peu du self-coaching mental. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là de la psychologie pendant cette période de confinement. Donc c'est le moment de s'y pencher. Lorraine nous dit que tout va bien pour ses colocs en confinement. Et d'ailleurs, c'est un bon point, hein. Si vous êtes tout seul dans votre petit appart en ce moment, vous pouvez aller regarder sur Woomies pour trouver votre prochaine coloc. Comme ça, prochain confinement, vous ne serez pas tout seul. Ça ne veut pas dire que vous allez vous entendre avec vos colocs, hein. C'est pas ça que je dis, mais au moins, vous ne serez pas tout seul. Salut Jeannot, il fait beau à Grasse. Eh ben non, il fait un. Non, il fait pas tant de merde, mais il fait gris aujourd'hui. C'est un temps à se confiner chez soi d'ailleurs. Alors, les questions. Ah, alors, on a la définition de l'hygiaphone. C'est un écran de protection en plexiglas pour protéger les caissières et autres commerces. Eh bien, tu as bien raison de fournir les gens en hygiaphone tant qu'il n'y a pas une astérix en dessous qui les force à payer un abonnement après. Mais si c'est pour faire de l'acquisition client et te faire connaître et qu'il n'y a pas de contraintes attachées au fait que tu leur donnes ces hygiaphones, continue de le faire, c'est sympa de ta part. John, comment faire pour une startup de service à la personne qui fait 0 € de CA donc en ce moment, c'est la merde. Doit-on compter sur des aides publiques ou autres? Alors d'abord, quand c'est la merde, il faut compter sur personne. Mais ça, je pense qu'on le sait tous. Oui, évidemment, il faut compter sur les aides publiques un petit peu. Tu vois, nous, on embauche quelqu'un pour faire le ménage chez nous, déclaré. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé cette personne-là normalement pour le mois de mars, en espérant que l'État nous rembourse, puisque c'est ce à quoi ils se sont engagés. Et on verra si ça fonctionne. Euh, mais honnêtement, dans ton cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est le moment. Quand on est à zéro, c'est le moment de se remettre en phase d'apprentissage. Surtout, ne restez pas immobile. Que vous ayez été licencié partiellement, totalement, ou que votre activité soit descendue à zéro. La pire chose qui peut nous arriver en tant qu'individu, c'est de s'arrêter, et pas forcément de courir, mais juste de marcher. Donc faites un peu d'activité, apprenez des choses. C'est le moment de faire, pourquoi pas, répondre à quelques questionnaires pour mieux se connaître soi-même et donc regarder ce qu'on va faire après
Ce serait dommage à la sortie de crise de se dire qu'on avait eu quelques mois pour prendre le temps de la réflexion et de l'apprentissage et qu'on ne l'a pas pris et donc qu'on est derrière les autres. Je vous rappelle, hein, c'est la crise, c'est la merde. On est tous sur la même ligne de départ de nouveau et c'est ceux qui vont se préparer au départ qui auront probablement la meilleure course ensuite. Donc préparez-vous. De LR, de nouvelles dédicaces prévues après le confinement. Écoute, pas de dédicaces prévues après le confinement, mais n'hésite pas à me faire un mail et on regarde comment est-ce qu'on peut arranger ça. Quels sont les outils indispensables pour vendre à distance? Alors, on fait une petite pub pour nos amis de chez Livestorm, webinar en ligne, boîte française qui vous permet même de remplacer Zoom dans pas mal de cas. Je vous invite à regarder. Et après, les outils indispensables pour vendre à distance, ben ça c'est bien. Et il y a nos amis de chez bonjour.io, chez eFounders aussi, qui vous font un outil de visio conf orienté sales. Lâchez rien les mecs. Bans ou Baines, Hello de LR, avez-vous déjà mis des tickets dans des startups du BTP? Sinon, pourquoi? On n'en a pas mis beaucoup de l'argent dans les boîtes de BTP à part Bulldozer. Et pourquoi? Parce que c'est hyper dur de savoir ce qu'est une bonne boîte de BTP versus les autres. Tu regardais hier, il y avait Zone Interdite. Alors oui, hier j'ai regardé Zone Interdite. Je sais que ça intéresse tout le monde, du coup je peux vous faire un résumé complet de l'émission. Hier j'ai regardé Zone Interdite où où il montrait en fait des couples et des familles qui faisaient construire leur maison. Et en fait, si tu regardes le nombre de solutions qui existent pour construire sa maison, mais c'est délirant, c'est n'importe quoi. Et nous, des boîtes comme ça, on en reçoit 5 à 10 par an. Et on ne sait pas qui est le gagnant. C'est hyper difficile. C'est comme les logiciels de gestion de chantier et tout. On en voit des tonnes passer et on ne sait pas choisir les gagnants. Donc c'est très compliqué et on n'a malheureusement pas une bonne lecture parce qu'on manque d'expertise. Et le peu de gens dans le BTP qu'on connaît bien et à qui on a demandé leur avis ont eux-mêmes du mal à se positionner. Donc c'est vraiment difficile comme marché. Quelqu'un nous demande, est-ce une connerie de prendre un VC au précide, sachant qu'il y a un risque qu'il ne suive pas au tour suivant? Écoute, si tu as l'option de ne pas prendre de VC, ne prends pas de VC. Si en revanche le VC qui se propose de financer ton précide est quelqu'un de qualité avec qui tu penses que tu peux échanger et qui au contraire va te permettre de progresser, vas-y quoi, tu vois. Il y a cette tendance de se dire, est-ce que le choix que je fais maintenant va avoir un impact plus tard quand on choisit un investisseur? En fait, si tu ne transformes pas l'essai, oui, ça va avoir un impact. Bosser avec un Axel, un Index, un gros fonds en pré-seed, seed, c'est un peu risqué parce que leur bande passante, elle est principalement concentrée sur les boîtes de leur portefeuille qui ont déjà des tailles significatives. Mais par contre, pour tous les autres VC, s'ils ont le temps, l'envie et l'argent, et que tu t'entends bien avec eux, putain, mais fonce, tu vois. Je vous donne l'exemple de Bonjour, justement, chez eFounders. Ils ont décidé de signer avec un VC. La personne en question, elle a peu de board seat, donc elle bosse avec peu de boîtes. Elle connaît bien le sujet, elle est très engagée. Et ce fonds, il a gagné contre un des meilleurs fonds de la vallée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fondateurs, ils savent que cette personne-là va se défoncer pour eux. Et je pense qu'il a bien fait de bosser avec eux et que ça aurait été probablement plus préjudiciable de bosser avec ce gros fonds de la vallée qui, pour le coup, aurait envoyé beaucoup plus de signal sur les tours suivants. Rémi Bigot, quel scandale d'avoir laissé de côté la petite famille. Je vais devoir retirer mes billes. Et oui, des conneries, on en fait tous. Voilà, mais il faut rien lâcher. Il faut essayer de s'améliorer. Alors, MDH, j'aime beaucoup ton livre, le ton, cette énergie, un peu trop de schéma, mais ta vision des relations, interactions est de grande qualité. C'est vraiment sympa de dire ça. Écoute, on peut parler aussi des choses que les gens ont moins appréciées. Il y a certains qui auraient voulu qu'on creuse plus de sujets. Il y en a certains qui trouvent la première partie chiante à mourir ou longuette. Les gens auraient voulu aussi plus d'exemples. 3 points que je note, que je trouve intéressants. Et si j'en ai le courage, je bosserai dessus. Mais je vous avoue que pour l'instant, je suis complètement concentré sur les boîtes du portefeuille. Et puis écrire un livre, je dois je vous le cache pas, c'est pas facile. Déjà se lire, déjà écrire c'est difficile.
Se relire, c'est chiant. Se re-relire, c'est vraiment très très chiant. Gwenou, Storm sur Android, t'as des news? Non, mais tu peux demander à Taro. Peux-tu partager quelques boîtes de ton anti-portfolio? Conto, bim. Que penses-tu d'un HackerOne, mais pour des projets marketing? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, Jean, auras-tu quelques minutes pour être un de nos intervenants de notre émission Vendredi pour les entrepreneurs? Rémi, fais-moi un email. J'ai vu passer ton DM sur Twitter et en fait, je regarde peu les DM sur Twitter et j'ai tendance à les oublier comme les textos. S'il te plaît, fais-moi un email. Timothy, une boîte post-Covid qui vendrait un kit en ligne, gel hydro, masque, gants à conserver en cas d'autre pandémie. Bonne idée ou mesquin? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Vends ça aux Américains, ils adorent se préparer à la fin du monde, les Américains. Vous faites du SaaS B2B avec un peu de hardware qu'on ne fabrique pas mais qu'on lise. Oui, on fait du SaaS B2B. S'il y a du hardware, c'est pas sûr, mais on peut en discuter. Geneva, c'est propre mais un peu boring, non? Me dit Clémentine. C'est vrai que c'est un peu boring, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est pas mal quand même. Tant que ça te fait passer, enfin, tant que ça te fait pas passer à une autre obsession que le groupe chat. Non, attendez, je relis là. C'est comme le coup de on peut tromper 1000 fois une fois 1000 personnes, 1000 fois 1000 personnes. Blablabla. Enfin, tant que ça te fait passer à une autre obsession que le groupe chat, Clémentine, je reste obsédé par le groupe chat et j'attends que tu reviennes vers moi avec de superbes idées sur le sujet. S'il te plaît, on compte tous sur toi là. Clémentine, tu penses quoi de la nouvelle main color de jour? J'ai honte, je ne l'ai pas vue encore. J'étais tellement concentré sur les autres trucs que j'ai pas regardé. Il faut absolument que je vois ça. Je te propose qu'on débriefe plus tard. Je viens de raccrocher avec un BA connu. Il y a encore des gens motivés et bienveillants. Mais oui, il y en a. Vous avez investi dans Askip? Oui, et on le regrette. Hello, de LR, pourrais-tu nous dire quel montant ou pourcentage en AdWords, Facebook Ads, une startup SaaS qui a fait une série A investie par an? Merci. Eh bien non, je ne le sais pas, je ne pourrais pas te le dire. Vladimir, comment vois-tu le futur des enseignes prêt-à-porter dans un parc de boutiques? Ah, j'en ai aucune idée. Vous posez des questions pièges, les amis, là, dis donc. Ethics, comment se portent les boîtes dans l'agriculture comme Perfarmer? C'est difficile, les amis, c'est difficile. L'agriculture au sens large du terme, on en a quelques-unes et voilà, c'est un challenge, mais il faut les financer parce que c'est important. C'est des boîtes qui sont importantes pour les agriculteurs et pour l'économie. Bonjour et Storm sont uniquement pour Mac. Je suis un bon vendeur indépendant de 40 ans sur PC. Help. Ça, c'est rigolo, ça. Vous investissez dans la crypto? Non, pas trop. Je viens d'entendre que Kima a participé au premier tour de table de Conto. Tu confirmes? Ah non, je confirme pas. Conto, la vérité, c'est que j'étais en conf call avec les deux fondateurs que sont Alexandre et Steve. Je me rappelle très bien de ce jour-là. J'étais au téléphone avec eux, ils m'ont pitché le truc et j'y suis pas allé pour plusieurs raisons assez valables à l'époque, hein, qui se sont révélées être visiblement pas assez valables sur le long terme, vu la valo et les retours sur investissement des business angels de la première heure. Mais il faut faire des erreurs, voilà. Et on apprend de ses erreurs parfois, parfois pas. Là, je sais exactement la raison pour laquelle on a passé. Je pense qu'à refaire, est-ce que je repasserai? Aujourd'hui, c'est pas sûr. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. C'est difficile comme question. Peux-tu partager la liste des startups premier quartile qui recrutent? Écoute, Franck, oui, on va pouvoir les partager. Ça va bientôt. Ce sera bientôt le cas. On termine de récupérer les informations de leur part. Bien, dis donc, les amis, 58 minutes, 20 secondes déjà. Qu'est-ce que je peux raconter comme chose, comme connerie? Alors, parlons de choses sympas un peu. Regardez sur Twitter, tapez Venise. Vous allez voir les photos des canaux de Venise vu qu'il n'y a plus de touristes, c'est tout transparent, c'est tout magnifique. La nature reprend ses droits et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment, vraiment très beau.
Et il y a beaucoup de choses sympas sur Twitter à ce sujet. Évitez de vous pourrir la journée avec les fils de BFM TV, LCI, les complotistes. Ah si. En parlant de complotistes, il y a un compte très drôle sur Twitter qui s'appelle... alors c'est à propos des complots. Oui, complot facile, au pluriel, tout attaché. Vous regardez ça, ce compte est un bijou absolu. Vous allez adorer. Et avant qu'on en termine, je voudrais parler des valorisations. Les valorisations, c'est un point important. C'est le point probablement le plus important pour les entrepreneurs qui vont lever prochainement. Voilà ce qui se passe. Il y a moins de capital disponible. Les niveaux de croissance de chiffre d'affaires vont être moins importants. L'impact, ça va être quoi? C'est que vous allez être en mesure de lever moins d'argent sur des valorisations qui vont être moins importantes avec moins d'investisseurs. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez du cash sur les 12 à 18 mois, plutôt 18 mois d'ailleurs, sur au moins 18 mois, parce qu'il faut qu'on reprenne un cycle où la croissance remonte beaucoup plus, où les investisseurs ont plus de cash à déployer et où vous serez en mesure d'avoir de meilleures valorisations avec plus d'argent investi. Mais ne vous y trompez pas, ce qu'on a constaté les dernières années, c'est que les entrepreneurs levaient beaucoup plus d'argent qu'avant, sur des valorisations beaucoup plus importantes, mais les niveaux de dilution restent les mêmes. On est toujours entre 15 et 25% de dilution, c'est juste que les montants que vous pouvez lever diminuent. Donc il faut optimiser toujours cet équilibre entre combien vous lâchez du capital et combien vous êtes en mesure de lever. Aujourd'hui, pour une boîte qui aurait levé 5 millions à un instant T il y a 3 mois, donc, aujourd'hui c'est une boîte, ou dans 6 mois, c'est une boîte qui lèverait plutôt 3. Une boîte qui aurait levé 10, c'est une boîte qui va lever 6, 7. On est sur des discounts de montants levés qui sont de 25% jusqu'à 50% pour le même pourcentage de dilution. Dernière question, as-tu déjà financé des startups dans le secteur culture-tourisme? C'est hyper difficile comme secteur, la culture et le tourisme, parce que c'est des secteurs, ce qu'on appelle pas temporaire, mais en fait, quand vous êtes touriste, vous allez sortir, vous allez faire quelque chose. C'est temporaire, c'est pas récurrent, c'est pas tous les jours, et donc les coûts d'acquisition les coûts d'acquisition de vos visiteurs et de vos acheteurs, malheureusement, sont très importants. Donc, à moins de construire des mastodontes genre Get Your Guide, c'est vraiment des secteurs difficiles, culture, tourisme. Voilà. Les amis, c'était très sympa de vous avoir pour ce petit live. Il est 12h32. Je vous souhaite un excellent repas, une excellente journée, une excellente semaine de confinement. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures sur Radio Château. À bientôt. Salut. Oh, c'est pas mal ça, Taro. Tu nous as mis du son, dis donc. Waouh!